Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, également durant la période du confinement à des films et à des séries historiques, mais aujourd'hui dans le podcast c'est un peu différent, puisqu'on diffuse en partenariat avec la Société d'Histoire des Révolutions de 1848 et du 19e siècle, la séance de l'Université populaire, les mercredis des Révolutions, organisée tous les mercredis, en tout cas jusqu'à l'épidémie, à la mairie du 18e. Cette séance a été enregistrée le 4 mars dernier. Alors évidemment, avec le confinement, le programme de cette université populaire a été interrompu, mais grâce à des prouesses technologiques inédites, la prise de son de ce débat, animé par Jacqueline Lalouette, avec l'historien Bertrand Tillier, le graphiste Raphaël Messan, cette prise de son est de bien meilleure qualité que précédemment, et ça tombe bien puisque c'est une discussion passionnante sur le thème « Dessiner la commune de Paris, vue par les artistes, et y compris un artiste contemporain, Raphaël Messan », une émission donc à écouter tout en regardant les diaporamas disponibles sur le site parolehistoire.fr, à la fois diaporamas qui montrent des œuvres d'époque et également le travail donc de Raphaël Messan qui dessine la commune à travers une œuvre tout à fait étonnante. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des remarques. Très bonne écoute à vous. Et la séance prévue pour aujourd'hui porte sur le thème « Dessiner la commune ». Et nous avons deux invités, Bertrand Tillier et Raphaël Messan. Alors, Bertrand Tillier est un historien d'art bien connu, qui est actuellement professeur à l'Université de Paris 1, qui a publié en 2004 La commune révolution sans image. Ce n'est pas le seul ouvrage qu'il est consacré à la commune, puisque la même année, il a été l'auteur d'un catalogue intitulé la nourriture, enfin d'une exposition intitulée La nourriture pendant le siège de Paris. Et en 2013, il a publié un autre catalogue, Le siège de la commune de Paris. Je vais parler un petit peu plus longtemps, enfin présenter un peu plus longuement plutôt Raphaël Messan, auteur graphiste, pour présenter ces albums que tout le monde n'a peut-être pas lus. Donc Raphaël Messan a composé 3 volumes sur la commune, à partir d'images qui ne sont pas des dessins, ce qui pose enfin, pas les vôtres du moins, oui, qui sont des dessins, pas les vôtres, donc extraites de journaux et de romans illustrés, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une bande dessinée classique, c'est un roman graphiste, et je dois dire que vous êtes un extraordinaire metteur en scène d'images. Vous avez utilisé également pour composer ces 3 albums des romans illustrés, soit nous en reparlerons dans un des thèmes, soit vous le direz vous-même. Alors chaque volume, dont je donne les titres tout d'abord, donc À la recherche de la Valette, et La Valette c'est un roman à lui tout seul, en 2017, Ceux qui n'étaient rien, j'en reparlerai tout à l'heure, en 2019, et Les orphelins de la commune en 2019 également. Alors, Les orphelins d'histoire, pardon, excusez-moi, en 2019. Chaque volume est composé bien sûr d'un ensemble de planches, de cases, mais à la fin de chaque volume, il y a un exposé des sources extrêmement minutieux, non seulement une liste des ouvrages, journaux et livres consultés, mais également une présentation des dessins utilisés page par page et case par case. Et ça, en soi, c'est déjà un travail tout à fait extraordinaire. Ensuite, dans chaque volume, il y a une carte avec une disposition, enfin une indication plutôt des lieux concernés. Je pense que vous aurez l'occasion de parler de vos procédés graphiques dans le deuxième thème, je pense, qui portera sur les méthodes et le corpus. Je signale quand même une habileté à pratiquer des jeux chronologiques assez extraordinaires, soit par le dessin, soit par la parole. Et là, je reviens sur le titre « Ceux qui n'étaient rien », ceux qui ne sont rien, j'imagine, et qui rebondit sur le Sandan que l'on trouve dans le tome 2. Pareil. Donc là, il y a des choses vraiment très intéressantes.
Et le jeu chronologique nous ramène parfois en arrière via la littérature avec Quasimodo qui fait irruption dans vos dessins. Eh bien, voilà, donc c'est une présentation assez rapide de nos deux invités et le premier thème qui a été fixé porte sur l'objectif poursuivi par Bertrand Tillier et Raphaël Messin. Alors, j'avais préparé un petit topo sur vos objectifs, mais c'est peut-être plutôt à vous de les présenter plutôt qu'à moi. Donc, je vous passe la parole, mais si je ne suis pas d'accord avec vos objectifs, je vous le dirai. Donc, merci pour cette invitation à parler des images de la commune. Je suis malhabile avec un PC. Alors, ce livre qui me vaut cette invitation de ce soir, je suis un peu désolé, parce que contrairement à Raphaël Messan, qui vient de produire ce travail très, très enthousiasmant et qui a une actualité, puisqu'il vient de sortir le 3e tome, moi j'ai travaillé sur cette question il y a pas mal d'années maintenant, puisque ce livre est ancien, il a paru en 2004, mais il est toujours disponible. Et donc quand Jacqueline Alouette m'a demandé de réfléchir aux objectifs du livre, j'ai fait cet exercice, j'ai essayé en tout cas de faire cet exercice de retour sur un travail duquel je me suis évidemment un peu éloigné pour avoir pris en charge d'autres types d'objets. Mais c'était quand même intéressant de réfléchir à cette question et dans le fond d'essayer de revenir à ce contexte de parution, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur les images de la Commune de Paris et ce qui m'est apparu en y réfléchissant pour venir parler ce soir, c'est que tout ça s'inscrivait dans un contexte marqué par la parution de travaux qui avaient été publiés en grand nombre, et notamment sur les images révolutionnaires autour du bicentenaire de la Révolution française. Alors, trois travaux plus particulièrement avaient retenu mon attention et ont dans le fond compté dans ma formation et rétrospectivement je peux dire qu'ils ont compté dans la maturation du sujet et de l'approche des objets. Le premier, c'est un livre de Daniel Arras, La guillotine et l'imaginaire de la terreur, qui était un livre paru en 1988. Le second opus, c'est le maître-livre de Michel Vauvel, avec ses 5 volumes sur la Révolution française, images et récits parus entre 1986 et 1988, et puis il y avait plus de 3000 images reproduites, et puis les 3 volumes du catalogue d'exposition La Révolution française et l'Europe, l'exposition présentée au Grand Palais en 1989, et qui est aussi une sorte de bible iconographique. Donc des travaux publiés par un historien d'art, Daniel Arras, et par des historiens. C'est le premier îlot de publication dont je pense qu'il a été important dans la manière dont j'ai envisagé ensuite de travailler sur les images de la commune. Et puis en 1998, la commémoration des 150 ans du Printemps des Peuples, de 1848, qui avait donné lieu aussi à un moment historiographique où les représentations avaient en somme accédé à un statut légitimant leur étude par des historiens et des historiens de l'art. Et je retiens ici à la fois le livre de Marie-Claude Chaudonneret sur la figure de la République et le concours de 1848 qui était publié en 1987, et les 2 volumes d'un petit catalogue d'exposition publié par l'Assemblée nationale, les révolutions de 1848, l'Europe des images, le sous-titre n'est pas neutre. Ces 2 volumes avaient été dirigés par Maurice Agulon, Philippe Quesnel et Ségolène Lemaine. Et ces ouvrages, beaucoup d'autres évidemment, j'ai choisi cela parce qu'il me semble plus important que les autres, avait contribué à faire émerger, en tout cas pour moi, une histoire des représentations de la Révolution au sens large, et une histoire visuelle surtout, ou pour parler comme Michel Vauvel, une histoire figurale des révolutions. Parallèlement à cela, ce que je peux ajouter,
pour achever de répondre, c'est que le dernier grand moment historiographique sur la Commune avait eu lieu en somme en 1971. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien eu depuis, mais c'était sans doute le dernier grand moment, le moment du centenaire, pour lequel, vous vous en souvenez sans doute, en tout cas pour certains d'entre vous, le Parti communiste français d'un côté et, disons, les gauchistes d'après 68 de l'autre, avaient un peu ferraillé, mais pas tant que ça, au fond, parce que le PC était encore très fort. Mais dans la masse des ouvrages publiés à cette occasion, l'image avait assez peu retenu l'attention. Si on y accepte quelques titres dont je ne suis pas sûr qu'on les lise encore beaucoup, mais qui avaient donné une place très visible à l'image à ce moment-là, c'est l'ouvrage de Jean Bruat, Jean Dautry et Émile Tersen, publié aux éditions sociales en 1970, la Commune de 1871. C'était son titre, le livre de Georges Bourgin, publié en 71, et l'album très étrange que vous avez à droite, là, sur l'écran, l'album de Charles Feld, publié au Cercle d'Art, donc un éditeur de beaux livres, comme on dit encore parfois, publié en 1971. Et puis, un peu dans l'esprit de ce que Michel de Vauvel fera dans la chronologie de ses éditions au moment du bicentenaire de la Révolution, les 5 volumes de Georges Soria, publié en 1971-72, où l'iconographie était très importante. Mais dans ces ouvrages, tous très abondamment illustrés, tout comme dans le plus tardif Paris insurgé de Jacques Rougerie, merci, de 1995, il y avait une masse considérable d'iconographie reproduite pour sa valeur illustrative, pour sa valeur documentaire, mais pas tellement étudiée en tant que telle, alors qu'elle me semblait finalement permettre, cette masse iconographique, elle me semblait permettre d'ébaucher ce qu'on pourrait appeler un système des objets, un système des images au sens de Baudrillard, c'est-à-dire les images formant un ensemble de signes faisant intrinsèquement sens. Donc au début des années 2000, quand je me suis lancé dans cette recherche, mon ambition première, elle était là, avec en arrière-plan, ce qui peut vous paraître un peu étrange, peut-être, décalé, la lecture d'un livre de Millard Nice, sur la peinture à Florence et à Sienne après la peste noire. Je ne savais pas que je parlerais de coronavirus au moment où je vous parle. Donc un livre de 1951, mais qui avait été traduit très tardivement en France au début des années 90, où l'auteur montrait comment la grande peste de 1348 et ses traumatismes avaient modifié les régimes de la représentation, en fait, soumis au désordre, et comment les traumatismes de cet épisode de peste s'étaient trouvés confrontés à une forme d'irreprésentabilité directe. Et j'avais connecté ça avec le très beau livre de Dolph Euler sur juin 48, Le spleen contre l'oubli, où Euler avait mis à jour le refoulement à l'œuvre des journées de juin 48 chez des écrivains de la modernité particulièrement importants comme Baudelaire ou Flaubert, par l'abandon au spleen. Et j'en étais arrivé de cette manière-là, un peu intuitive au départ, à l'hypothèse que les images de la Commune de 1871, au fond, avaient peut-être assez peu intéressé l'historiographie, parce qu'elle s'était heurtée aussi à cette question de la représentation, c'est-à-dire de l'irreprésentabilité aussi, dans une certaine mesure, des événements révolutionnaires, en raison de leur brièveté, et aussi en raison de leur intensité, pour ne pas dire de leur violence. Là où du côté des vainqueurs et de l'historiographie républicaine, la Commune avait été consacrée comme un moment, par ailleurs, d'anarchie, de vandalisme, de destruction, renvoyant évidemment notamment au déboulonnement de la colonne Vendôme et aux incendies des grands édifices parisiens. Et donc les œuvres qui étaient porteuses de cette invisibilité, en quelque sorte, de la Commune, me semblait aussi intéressante à prendre en compte. Je pense en particulier à une sorte de corpus de toiles impressionnistes consacrées au paysage parisien. Et je m'étais rendu compte qu'un grand nombre de peintres impressionnistes avaient représenté, en fait, dans les années suivant la Commune, donc la deuxième moitié des années 70, des lieux de la Commune, mais évidemment sans montrer de scènes directement de la Commune, donc comme s'il y avait là une sorte de refoulé de la Commune qui ressurgissait. Et ce qui m'avait troublé, c'était que cette récurrence de paysages parisiens représentés en tant que tels par des peintres impressionnistes s'opérait de manière voilée, alors même que la critique d'art, une partie de la critique d'art, les traitait eux-mêmes de gendarmes, d'incendiaires, de communards, c'est-à-dire de destructeurs de l'art. Je trouvais qu'il y avait là un paradoxe. Voilà, donc si j'essaie de répondre un peu à la manière dont j'ai procédé et essayé d'ébaucher les objectifs du livre, c'est un peu dans cet esprit-là.
Merci Bertrand pour cette très intéressante réponse, ce panorama historiographique et une réflexion tout à fait stimulante sur ce qui touche à la représentation, à l'irreprésentabilité et au refoulé. Maintenant, je vais passer la parole à Raphaël Messan. Raphaël, j'aimerais vous poser une question avant. Alors, votre premier, ça se rapporte aux objectifs, bien sûr. On pourrait croire dans votre premier volume que votre objectif a été de reconstruire la vie de cet intéressant personnage, Lavalette, dont vous avez découvert l'existence un peu par hasard. Donc, on suppose que ce que vous dites, Lavalette a vécu dans l'immeuble où vous vivez. On ne sait pas trop si c'est une fiction ou si c'est la réalité, mais on veut bien croire que c'est la réalité. Mais seulement, il y a quelques images avant que vous n'expliquez pas. On vous voit descendre un beau matin de Belleville, vous vous dirigez vers le centre de Paris, vous atterrissez à la BHVP, aux archives de la police, je ne sais plus lesquelles sont en premier, à la bibliothèque, mais pourquoi vous y alliez ? Puisque, après, vous découvrez par hasard Lavalette avec le BHVP, vous découvrez qu'il habitait dans votre immeuble, et là vous vous lancez dans cette histoire. Mais qu'est-ce qui vous avait amené à la BHVP ? Alors c'est un hasard, la bibliothèque historique de la ville de Paris, le fait que j'y sois rentré. En tout cas, je le raconte comme ça dans le livre. Qu'est-ce qui fait que surtout que je me suis plongé dans cette histoire, dans l'histoire de la Commune de Paris, dans l'histoire de ce livre. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas dessinateur. Je me suis dit que j'allais faire une bande dessinée sur l'histoire de la Commune de Paris, tout naturellement. Je le raconte, alors je ne dis pas que je ne suis pas historien ni dessinateur, mais je raconte à travers un personnage qui est un narrateur, et qui est vraiment ce double de moi-même, qui habite rue Le Sage, là où j'habitais quand j'ai commencé cette histoire, il y a 8 ans. Je raconte la découverte donc d'un personnage historique, un communard, qui a vécu dans mon immeuble 150 ans plus tôt, et du nom donc de Lavalette. Et je décide de partir à la recherche de cet homme qui est aujourd'hui totalement inconnu, mais qui a joué un rôle important pendant la Commune de Paris. On n'a pas dit ce que c'était la Commune de Paris. Beaucoup d'entre vous certainement le savent. En tout cas, la Commune, c'est donc cette révolution qui a eu lieu dans Paris en 1871, donc juste après le Second Empire, après les 2 décennies de cette forme de dictature qui était le Second Empire, et avant ce qui allait devenir la Troisième République. Et pendant 72 jours, les Parisiens enfermés dans les fortifications de la ville ont été assiégés et ont défendu cet idéal révolutionnaire. Moi, je connaissais un petit peu cette histoire. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Depuis, j'avais une vingtaine d'années, j'en ai 43. J'avais envie de faire quelque chose, et quand j'ai découvert l'histoire de ce voisin, je me suis plongé dedans vraiment, et je suis parti à sa recherche dans les archives, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, la BHVP, donc archives de la police. Beaucoup de choses, c'est passionnant, ils font un travail remarquable, les policiers. Ils observent les activités des citoyens, ils les rapportent, ils écrivent des notes minutieuses, très complètes, vraiment très très beau travail. L'argent public ne se perd pas. Et puis aux archives militaires aussi, il y a aussi beaucoup de choses, une très belle administration, aux archives nationales, dans certaines archives départementales, archives hospitalières, et donc j'ai retrouvé qui était ce personnage de Lavalette. Et puis j'ai eu envie de le faire d'une manière particulière, de raconter son histoire et cette enquête sur mon voisin communard d'une manière particulière, à travers des images. Je disais que je ne suis pas dessinateur, c'est vrai, je ne sais absolument pas dessiner, par contre je suis graphiste. Je mets en page du texte et de l'image, que normalement je ne réalise pas moi-même. Je n'écris pas forcément le texte et je ne dessine pas ou je ne prends pas de photographie. Et je me suis dit, en découvrant non pas seulement la masse d'archives qu'il y avait à l'époque de la Commune, mais aussi la masse iconographique, le nombre incroyable de gravures, surtout, qu'il y avait à l'époque, que je pourrais peut-être faire un livre avec ça. Et ce dont je rêvais, c'était vraiment de faire une bande dessinée. J'ai fait des essais en me disant, je vais associer des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles ont été publiées dans des livres, beaucoup dans des journaux de l'époque, et
des associés pour raconter une histoire, faire toute une narration, faire des planches, des pages de bande dessinée, des cases, qui racontent l'histoire de la Commune de Paris. Et puis ça a fonctionné, quelques planches, je l'ai présenté à différentes personnes, ça a bien pris, et je me suis pris au jeu. J'ai fait toute une histoire, donc qui aujourd'hui, le 3e tome est paru, chaque tome fait environ 150 pages, le 3e est encore plus long. Il y a peut-être un millier d'images dans tous ces livres, et donc à travers des images qui ne sont pas de moi, je raconte cette époque. Non seulement à travers des images qui ont été faites par d'autres personnes, mais aussi à travers des témoignages qui ne sont pas de moi, des textes qui ne sont pas de moi. J'ai écrit la narration, le scénario, toute l'histoire, mais pour ça, j'utilise un patchwork de témoignages, d'archives, d'extraits de coupures de presse pour raconter cette histoire de l'intérieur, à travers leurs yeux et à travers leurs paroles, à travers leurs mots. Donc ça a été vraiment la démarche qui a été la mienne pendant les 6 années pour réaliser le premier tome, et puis ensuite les deux sont allés assez vite, et ça fait 8 ans maintenant que j'ai réalisé ces 3. J'ai terminé la réalisation de ces 3 livres. Oui, je voulais vous reposer une question sur le premier thème, sur l'objectif. Y a-t-il une démarche militante dans votre travail ? Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Alors, vous voulez que je renvoie, on pourrait peut-être projeter la dernière image du tome 3. Oui, cette dernière image. Alors, cette dernière image qui représente une fictive Victorine B, donc Victorine Brochet, dont vous parlez très longuement tout au long des volumes, et qui dit « Cette histoire est la mienne, je vous la confie », c'est ça ? Oui, en fait, le livre, toute cette histoire, c'est une histoire de transmission. Je me suis plongé dans un siècle et demi en arrière, et j'ai essayé de comprendre ce qu'était cette commune de Paris, qui ne nous est pas enseignée à l'école. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée dans tout mon parcours scolaire. D'autres personnes ont eu la chance d'en entendre parler, pas moi, et on est très nombreux à être dans cette situation. J'ai essayé de comprendre. Donc c'était vraiment une démarche de comprendre, et une démarche finalement de transmission, parce que en cours de route, donc j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Victorine. Elle a signé un livre sous une initiale, Victorine B. On a su plus tard qu'elle s'appelait Victorine Brochet, qu'elle était née mal enfant et qu'elle était veuve Rouchy. Et elle a laissé donc un témoignage qu'elle a écrit des années après la Commune, et qui raconte donc de l'intérieur cette vie, ce qu'elle a vécu, son parcours, ses joies, ses espoirs, ses douleurs, la perte de ses enfants, la lutte avec ses camarades sur les barricades, lors de la semaine sanglante. Et elle a voulu transmettre cette histoire à travers ses mémoires. Souvenir d'une morte vivante. Souvenir d'une morte vivante, qui ont été publiés en 1909 en Suisse et à Paris, et qui a été republié très très longtemps plus tard, en 1976, par François Maspero, et qui vient d'être republié par les éditions Libertalia. Et il y a pour moi, donc ce que je disais, pourquoi je me suis plongé dans cette histoire, la chose sourde au fond, c'est vraiment cette histoire de transmission. C'est transmettre quelque chose qui nous dépasse, qui est le vécu de ceux qui sont venus avant nous, ceux qui ont vécu ces histoires tragiques, qui ont vraiment espéré une vie meilleure, un pays, un régime politique radicalement différent de ce que nous avons aujourd'hui, une république sociale, une république démocratique, qu'ils ont appelée la Commune, et que cet espoir qui a été écrasé dans le sang, voilà, je voulais transmettre ça, je voulais, me charger de cette histoire et puis faire le témoin, le passage de témoin pour que d'autres gens après, comme d'autres auteurs l'ont fait, comme Tardy l'a fait, comme de nombreux auteurs l'ont fait, puissent transmettre à leur tour, réinterpréter, se réapproprier cette histoire. C'est bien pourquoi je vous posais la question sur le côté militant, et on pense aussi au féminisme, avec la place des femmes, la place non seulement de Victorine B, mais de Louise Michel, d'Alix Payen, de Malvina Blanchecotte, le droit de vote pour les femmes, le fait que les enfants naturels soient reconnus des enfants légitimes. Donc on sent justement, quand je parlais d'une dimension militante, c'était ce désir
de transmettre l'idée d'une république démocratique et sociale, avec en plus toutes ces citations déjà signalées, ceux qui n'étaient rien, les sans-dents, etc. Mais il faut qu'on passe au deuxième thème, qui portait donc sur la méthode et la formation d'un corpus d'images. Alors tout d'abord, Bertrand. Bon, il faut que j'arrive à expliquer les choses de manière claire. Travailler sur les images de la commune, à ce moment-là, ça signifiait, peut-être ça signifie encore quelque chose aujourd'hui dans le contexte actuel, mais ça signifiait dans le contexte historiographique que j'ai évoqué tout à l'heure, de constituer un corpus de représentations matérielles, également des représentations mentales, notamment à travers la littérature. On a parlé là à l'instant de Victorine B, de Malvina Blanchecotte, mais à ce moment-là, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait une équipe du CNRS qui était emmenée par Philippe Régnier et Roger Belay, qui venait de conduire un chantier qui avait déjà porté ses fruits à travers un certain nombre de colloques et d'études publiées, puis à travers un programme de réédition de ces textes anciens et littéraires consacrés à la commune. Donc le travail, en quelque sorte, avait déjà été fait du point de vue de cet imaginaire littéraire et des représentations mentales liées à la commune. Donc ce qui m'intéressait, c'était des représentations visuelles, essentiellement, même si je les ai souvent recroisées aussi avec des témoignages littéraires et des images à l'œuvre dans la littérature. En tout état de cause, ça impliquait deux décisions. La première, c'était de ne pas dissocier les images communardes, disons pour aller vite, et les représentations anticommunardes. Comme on peut le voir là, je vous montre deux images, une actualité par Demar qui montre la grande colère du père Duchesne qui est en train de secouer deux nabots, Napoléon III et un tiers, et le père Duchesne est vêtu d'une culotte rouge, d'un bonnet phrygien, d'une blouse de prolétaire. Donc on voit une image tout à fait communarde. Et puis à droite, l'image de titre d'une série qui s'intitule La Commune, série de portraits avec notices biographiques, dont le dessinateur a fait le choix de montrer en préambule, en quelque sorte, ou en frontispice de cette série de portraits de membres, de délégués et d'hommes de lettres de la commune, une figure de pétroleuse. Donc voilà, une femme évidemment hideuse, une sorte de mégère atroce, dotée d'un bidon de pétrole et d'une torche enflammée, et qui évolue à l'entrée d'un champ de ruines, sous-entendant les destructions perpétrées par la commune. Donc, il y avait cette idée de faire coexister ces images dans la perspective de saisir et d'analyser un corpus formant système, comme je l'ai dit, c'est-à-dire de ne pas dissocier des images favorables à la commune, produites dans le cadre de la défense de la commune et de sa promotion, et puis des images versaillaises qui, de leur côté, visaient à dénoncer ce qu'était, ou ce qu'on pensait qu'était la commune vue depuis l'extérieur de Paris. Ça, c'était la première décision. La deuxième, c'était de ne pas établir de distinction, de séparation et encore moins de hiérarchie entre les représentations dans leur grande diversité. Je vous montre là une sorte de mosaïque d'images qui vous montre en quelque sorte ce qu'était le corpus que j'ai essayé d'embrasser, comprenant des caricatures imprimées sur feuilles volantes, des photographies, essentiellement des photographies de ruines faites juste à la fin de la commune et qui ont durablement marqué la mémoire de la commune, des photomontages, comme ceux d'Appert, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, de la gravure illustrative, cette gravure de presse non satirique, à partir desquels Raphaël Messon a travaillé, de la peinture d'histoire essentiellement, et dans une moindre mesure de la sculpture. Et les premiers travaux de quelqu'un comme William Mitchell à ce moment-là arrivaient en France, commençaient à être traduits, et ce sont les travaux fondateurs des Visual Studies, et on commençait à les lire, et surtout on commençait à les discuter de manière un peu âpre, puisqu'il y avait une forte résistance des historiens de l'art, une forte résistance académique
en quelque sorte des historiens de l'art à l'université. Ça rendait l'utilisation des travaux de Mitchell un peu compliquée, timide en tout cas, parce que la thèse de Mitchell, la théorie de Mitchell, c'était de poser une question simple, mais assez redoutable au fond, c'était qu'une gravure, est-ce qu'une gravure malhabilement produite, diffusée dans la rue, peut-être même dont on ignore l'auteur, pouvait valoir, disons, à peu près la même chose qu'un tableau peint, voire un chef-d'œuvre, par un grand artiste. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait mettre même sur un pied d'égalité une gravure anonyme et une lithographie de Manet. Bon, donc c'était une question évidemment très très excitante, aussi très embarrassante, si j'ose dire. Et donc j'essayais de réfléchir à la manière dont finalement la question de la représentation de la commune circulait dans ces images constituées en corpus. Et puis j'avais aussi décidé d'intégrer ces objets qu'aujourd'hui on appellerait des objets limites, auxquels on ne prêtait à ce moment-là quasiment pas d'attention, mais qui appartenaient, c'est un paradoxe, aux collections des musées qui s'intéressaient au siège de Paris à la Commune, qui étaient ces petits reliquaires, dont certains sont très grands, comme celui que vous avez à gauche, là à l'écran, petits reliquaires de l'année terrible du siège ou de la Commune, qui rassemblaient des débris matériels. Alors comme vous pouvez le voir là à travers cet objet, vous pouvez aller voir dans les collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis. Ce sont des papiers brûlés, des fragments de vitraux d'édifices incendiés, des ossements de rats mangés pendant le siège, des douilles de balles, des fragments de câbles électriques, des objets calcinés, etc. Tout ça constitué agencé sous la forme d'un tableau, malgré tout, avec l'idée à la fois de raconter une histoire, puisque tous ces objets sont légendés, numérotés, et on peut comprendre comment ça fonctionne, on peut les identifier en tant que tels, et puis de mettre en image aussi, au fond, une représentation de la commune et de condenser là des souvenirs. Donc c'est un peu sur la pointe des pieds, je ne veux pas me présenter comme une espèce de Vancy ou de héros, c'était pas du tout l'objet, que je me suis lancé dans cette enquête et que j'ai constitué ce corpus en explorant des fonds qui n'étaient pas alors très fréquentés par les chercheurs et encore moins, pour ne pas dire pas du tout, par les historiens de l'art qui trouvaient que tout ça c'était pas très intéressant. J'ai principalement travaillé sur 4 fonds. Les collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, dont à la fin des années 90, j'avais proposé conçu le réaccrochage, tel que vous pouvez encore globalement le voir aujourd'hui au musée. C'était quand même un réaccrochage qui a 20 ans, je suis moi-même stupéfait. Les fonds du musée de l'histoire vivante de Montreuil, de la bibliothèque historique de la ville de Paris, et du cabinet des arts graphiques, principalement, mais aussi un peu de la collection de peinture du musée Carnavalet. Et donc vous voyez à travers ces 4 institutions ce que ça dessine, c'est-à-dire que ça dessine des institutions aux localisations, aux histoires, aux collections et aux statuts très différents. On a des musées et une bibliothèque située à Paris ou dans, disons, la ceinture rouge, qui à ce moment-là signifiait encore un peu quelque chose, dont les motivations avaient été soit historiennes, relevant de l'histoire de Paris, comme le musée Carnavalet, ou au contraire militantes, comme à Montreuil ou à Saint-Denis, où l'histoire de ces collections est évidemment très liée à l'identité politique de ces communes. Ces fonds étaient à ce moment-là très, très mal classés en quelque sorte, ou pas classés, plus ou moins répertoriés. Par exemple, significativement pour les gravures et les caricatures, elles étaient rarement indexées à la feuille, elles étaient plutôt indexées en liasse, en ensemble. On avait des ensembles de caricatures, des ensembles de gravures, éventuellement parfois des lots thématiques ou des albums thématiques par auteur, par éditeur, par série. Donc ça rendait ce travail à la fois très, très enthousiasmant et en même temps évidemment un peu désespérant parce qu'il fallait percer la masse documentaire, la traverser. Et à Saint-Denis, comme à Carnavalet, où les collections étaient déjà très organisées, avaient été très patrimonialisées, comme on dit aujourd'hui, il y avait aussi un effet d'optique entre l'inévitable sélection de ce qui était présenté dans les salles ouvertes au public, les salles d'exposition permanente dédiées à l'année terrible, où la peinture dominait, et la diversité, la richesse des fonds absolument colossaux
conservés en réserve, mais rarement accessibles et assez rarement présentés au public, puisqu'il s'agissait d'objets papier, donc on ne peut pas exposer pendant des années sans qu'ils soient altérés par la lumière. Alors je donne cette précision parce que j'avais repéré que les images de 1871 qu'on voyait dans les musées étaient celles qui étaient le plus souvent reproduites dans les livres, en particulier dans les livres que j'ai mentionnés tout à l'heure, ces livres publiés au moment du centenaire, à moins évidemment qu'il se soit agi du contraire. En tout cas, il y a une espèce de circularité, d'effet de circularité dont je voulais essayer de sortir, c'est-à-dire me soustraire à cette sorte de legs visuel pour construire une autre, ou essayer de construire une autre généalogie des images de la Commune comme révolution, en essayant de ne plus subir les effets de choix narratifs, patrimoniaux, idéologiques aussi. Autrement dit, je voulais pouvoir appréhender ces images dans leur effet de masse, en dehors de l'hypothèque documentaire, dans laquelle elles étaient généralement prises, en tenant à distance aussi les choix qualifiant finalement ce qu'on pourrait appeler l'exposabilité de ces objets, plutôt la peinture que la gravure, la caricature ou la photographie sur papier, et en sortant d'un discours politique manichéen, c'est-à-dire articulant d'un côté comme de l'autre les points de vue communards et versaillais. Et c'est au fond en regard de ces précautions que je me disais qu'on pouvait essayer de remettre à plat les images de la Commune, au sens vraiment large, comme vous l'avez compris, et s'interroger sur leur régime de représentation, sur leur circulation, leur diffusion dans l'espace public, leur réception. Et c'est aussi par ce biais que je pensais qu'on pouvait prendre en compte, d'un point de vue quantitatif, que les milliers d'images multiples, gravures, caricatures, photographies, photomontages, avaient eu une plus grande empreinte sociale que la peinture d'histoire ou la sculpture commémorative. Par exemple, dans les carrés communards du Père Lachaise ou du cimetière de Montparnasse, qui, je pense à Montparnasse en particulier, étaient quasiment inconnus à ce moment-là. Ah bon, il y a un carré communard au cimetière de Montparnasse, c'était pas un endroit très identifié. Et enfin, cette méthode, elle pouvait permettre, me semblait-il, de saisir des phénomènes de porosité, de migration, entre des régimes de représentation et d'intention différents, comme le montre par exemple ce tableau, qui est un tableau anonyme, conservé au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, où vous pouvez le voir, qui représente quoi? Qui représente, vous le voyez, des bourgeois et un curé de retour à Paris, un homme d'église, de retour à Paris en juin 1871, qui font ce qu'on appelait la promenade des ruines. Ils voient dans les ruines comment c'était détruit, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça signifiait, et qui là s'amuse, vous voyez, à regarder le cadavre d'un communard dans les débris d'une barricade, en jouant, la femme rit, l'homme taquine le cadavre avec sa canne. Évidemment, c'est un tableau qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un tableau qui télescope un registre funèbre, tragique, issu de la peinture d'histoire ou de la scène de genre, et puis un répertoire comique, en quelque sorte, qui est en tout cas nettement emprunté au moyen de la caricature, par le traitement des visages. Et par ailleurs, si vous regardez bien le traitement du cadavre, il est très intéressant, parce qu'au fond, il est d'un antinaturalisme et d'une espèce d'asepsie visuelle qui viennent évidemment contredire ce qui était aussi visible à ce moment-là, et que je vous montre, qui sont des photos de cadavres. Ces photos, là je vous montre l'une des plus connues. D'ailleurs, il n'est même pas sûr que ce soit des cadavres de la Commune. En tout cas, on les a beaucoup fait circuler comme des cadavres de la Commune. Et ces images, évidemment, cette image, elle est d'une grande violence par rapport à ce qui est montré dans le tableau. Ces cadavres alignés dans des boîtes avec les visages abîmés, les corps tuméfiés, etc. Elles ont suscité d'ailleurs une forme de compassion jusque chez ceux qui n'avaient pas été favorables à la Commune sans avoir été pour autant des communards et qui condamnaient aussi la violence de la répression contre la Commune. Donc ce tableau anonyme, vous voyez, par la manière dont on peut essayer de l'inscrire dans un environnement d'images qui dépasse la stricte question de la peinture et qui permet de l'articuler avec d'autres types d'objets contemporains, ce tableau permet de réfléchir aussi à ce qu'était une forme d'histoire des mentalités liées à la Commune et à sa répression. Merci Bertrand. Merci Bertrand pour, là encore, cette très stimulante réflexion sur les différents types d'images, le statut des images les unes par rapport aux autres, leurs valeurs relatives les unes par rapport aux autres, sur les objets. Petit point, il me semble que Maurice Agulon, à l'époque, s'intéressait aussi au type d'objets
peut-être pas tels que ceux que l'on peut trouver dans ces reliquaires que tu as présentés, mais des objets de la vie quotidienne, des choses de ce genre. Bon, très intéressant également d'entendre exposer cette résistance des historiens d'art. Je pense que c'est dans la troisième partie que tu parleras des photomontages, des décalages chronologiques entre ce qui s'est passé et ce qui est représenté, que tu reparleras de ces photographies de cadavres et tout ça. Alors il y a beaucoup d'images de la Commune de Paris malgré tout, malgré le titre La Commune de Paris, une révolution sans images, point d'interrogation. Donc il y a quelques peintures, il y a un peu plus de photographies, mais c'était les balbutiements de la photographie, donc ce sont des images fixes de personnes qui posent. Donc il y a grosso modo 3 types de photographies. Il y a des photos de barricades avec des gardes nationaux, des fédérés, des communards qui posent fièrement sur les barricades. Il y a des photos de destruction après la semaine sanglante, donc des incendies de Paris, les ruines, énormément qui ont circulé. Et puis il y a les photos de prisonniers, donc des portraits réalisés après, surtout à Versailles. Et puis il y a énormément de gravures. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus riche, le fonds iconographique le plus riche. C'était dans les journaux, on ne pouvait pas reproduire les photos, on ne pouvait pas reproduire les peintures. Par contre, on travaillait avec des gravures, donc des plaques de métal qui étaient gravées. Il y avait vraiment un travail énorme pour faire un dessin. Et donc, c'était dans des journaux qui étaient des journaux hebdomadaires, parce que il fallait du temps, il fallait de l'argent. C'était des journaux qui étaient anti-communards, conservateurs. Quelques journaux communards avaient des gravures, mais il y a 2 types de gravures. Il y a les gravures de caricature et les gravures naturalistes. Donc les communards avaient plus des caricatures. Moi, j'ai pas utilisé les caricatures parce que, en fait, ça me touchait pas. Et puis, pour comprendre une caricature, il faut vraiment les codes de l'époque. Et si on veut, on peut pas la présenter comme ça. Il faut donner tout un contexte pour saisir ce qu'elle raconte. Alors que par contre, les gravures figuratives étaient pour moi les plus intéressantes. Et j'en ai utilisé de 2 types. D'abord, celles qui étaient publiées dans les journaux, donc dans les hebdomadaires conservateurs, en tout cas pas communards. Et là, il y avait énormément de journaux. Et ensuite, j'ai utilisé des gravures qui viennent de romans, qui viennent un peu comme des plans de couple ou des personnages, des femmes, des enfants, des animaux, qui rajoutent de l'humanité à des événements historiques qui sont représentés dans les journaux. Notamment, j'ai utilisé des gravures qui viennent des Misérables, qui a été publiées une dizaine d'années plus tôt, avant la Commune, 1862, des Mystères de Paris, qui est encore antérieur, et puis des livres de Zola, un peu après. Donc il y avait vraiment beaucoup d'images qui m'ont permis de raconter cette histoire. Et le problème auquel j'ai été confronté, c'était que toutes ces images qui étaient publiées dans la presse étaient donc anti-communardes. Et c'est, vous l'avez compris, pas exactement mon point de vue. Donc j'ai dû trouver un moyen pour raconter mon point de vue, la manière dont je percevais cette histoire avec ces images qui sont de l'autre camp. Donc certaines fois c'était assez facile parce que il y a des journalistes, dessinateurs qui vont sur place, qui racontent l'événement tel qu'ils l'ont observé, donc c'est assez réaliste, ça correspond assez à la réalité, il n'y a pas trop de point de vue politique, on pense que c'est assez neutre, et puis d'autres fois c'est vraiment extrêmement violent, extrêmement anti-communard. Je vais vous en montrer peut-être une ou 2. Celle-ci par exemple, on est le jour de la proclamation de la Commune, le 28 mars 1871, et j'ai utilisé donc, sur plusieurs planches, là cette double page et puis celles qui vont suivre, à la fois les photographies, les gravures de l'époque et les articles de presse. Et donc sur cette première double page, je cite vraiment des journaux ultra-conservateurs comme Le Gaulois, qui présentent les rassemblements populaires devant l'hôtel de ville, cette grande proclamation, cette liesse populaire, comme un chaos innommable, en présentant des hommes alcooliques, des femmes de mauvaise vie, des enfants qui se battent, c'est vraiment la catastrophe. Et donc ces images étaient vraiment, c'est dans la catégorie images réalistes, mais ce sont vraiment des caricatures. Et puis,
je continue le récit, et là, j'utilise d'autres images et d'autres articles de presse qui disent complètement autre chose, qui disent que cette journée du 28 mars, de la proclamation de la commune, était en fait très ordonnée, que les gardes nationaux fédérés, les communards étaient vraiment organisés et que tout était calme ce jour-là. Il y avait une liesse populaire, mais qui n'était pas le chaos qui était présenté précédemment. Et je les cite et j'invite le lecteur à se faire sa propre opinion, mais en tout cas s'interroger sur les représentations qu'on peut avoir de l'histoire à travers la presse, à travers les mots et les images. J'utilise à un autre moment cette image qui est un peu avant la Commune de Paris, le 22 janvier 1871. Il y avait une première tentative, une énième tentative d'insurrection qui s'est passée devant l'hôtel de ville de Paris. Les journaux ont raconté ça comme l'attaque de l'hôtel de ville. Et il y a peu d'images, mais les images qu'on a en France sont des images où on ne voit pas les soldats tirer sur la foule qui est rassemblée devant l'hôtel de ville. Sur cette image, c'est un peu exceptionnel, on voit cet hôtel de ville qui fait feu sur les Parisiens qui sont sur le parvis. Elle a été publiée dans un journal britannique, The Illustrated London News, et elle est quand même anti-communarde, enfin anti-insurgée, parce qu'elle est présentée, elle est titrée « L'attaque de l'hôtel de ville ». Et moi, j'ai présenté ça de manière un peu différente. Dans la narration, je commence avec les pages précédentes. On est face à l'hôtel de ville, on attend, je crée cet effet d'attente, de suspense. Le maire de Paris, qui a été nommé par le gouvernement, c'est un jeune homme, un jeune avocat d'une riche famille, qui s'appelle Jules Ferry, est à l'intérieur. Et ils sont tous très inquiets de voir cette foule qui se rassemble depuis le matin sur la place de l'hôtel de ville. Et puis il y a un coup de feu qui éclate. Et là, c'est la fusillade. Ce n'est pas l'attaque de l'hôtel de ville, d'après tous les éléments que moi, en tout cas, j'ai pu lire, tous les témoignages, c'est l'hôtel de ville qui fait feu, alors qu'un premier coup de feu a effectivement été tiré, par mégarde, visiblement, qui fait feu, et puis les personnes sur la place qui se défendent. Et en fait, j'utilise pour ça le sens de lecture qu'on a, en tout cas en Occident. Donc, quand on lit une image, on va pas lire directement le centre de l'image, mais on va, en tout cas dans un livre, commencer en haut à gauche, et puis on va tourner, on va aller jusqu'en haut à droite, et puis on va redescendre, on va tourner en bas, et on va remonter. Et avec cette narration-là, on voit que ce qui commence, c'est les coups de feu de l'hôtel de ville. C'est eux qui commencent à tirer. Et puis, j'ai rajouté des bulles en bas, à droite, et les personnes sur la place qui disent ils nous canardent, ils ont une mitrailleuse, faut répliquer. Et donc cette image qui était opposée aux insurgés qui disaient que c'était eux qui avaient attaqué l'hôtel de ville, je l'ai détournée finalement, renversée, pour qu'elle raconte autre chose qui correspond plus aux éléments historiques que moi j'ai retrouvés. Et voilà, c'est un peu toute la démarche des livres, ça a été de comment faire avec des images qui sont anticommunardes pour raconter une histoire de l'autre point de vue, de l'intérieur des personnes qui ont vécu la commune, et de le raconter de manière sensible, d'où cette image que j'ai à la fin du troisième tome d'une femme qui tient un enfant dans ses bras et qui souhaite transmettre son histoire aux générations futures. Merci beaucoup sur cet exposé sur votre travail tout à fait extraordinaire. Ce que j'ai trouvé le plus prodigieux dans vos 3 albums, c'est que malgré la diversité des sources, quand on ouvre les albums, on n'imaginerait pas une minute que ça vient de 10 albums, 10 romans différents. Vous nous avez bien montré le jeu que vous avez établi entre l'image et les paroles que vous plaquez, soit des paroles fictives, soit des paroles réelles, venues de Lisa Garrett, de Guillaume, etc. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques images où on voit vos jeux iconographiques sur les images que vous faites exploser, ou cette image absolument extraordinaire, je crois que c'est quand la vie de La Valette s'effrite, où c'est son immeuble qui part lui-même en petits morceaux. Alors je vais les retrouver. Je me suis amusé vraiment comme graphiste à faire exploser les cadres des gravures. Par exemple, là on est sur la guerre qui a précédé la Commune, la guerre de 1870-1871 face aux Prussiens. Et
tout un chapitre est consacré à ce sujet, puisque je fonctionne avec des chapitres, un peu comme des épisodes d'une série de télé, c'est comme ça que je les conçois. Donc là, ce chapitre qui parle de la guerre, c'était une idée géniale dans l'esprit de ces concepteurs, que ce soit Bismarck, le chancelier allemand, le chancelier prussien de l'autre côté du Rhin, ou Napoléon III et surtout son entourage. Cette guerre était vraiment une très bonne idée pour raffermir cet empire et cet empereur vieillissant. Et moi, je termine ce chapitre par les conséquences de la guerre. Cette guerre qui entraîne la guerre, la rage des Français qui viennent de perdre l'Alsace et une partie de la Lorraine, une partie du territoire, et qui vont souhaiter leur revanche et qui vont s'engager dans la Première Guerre mondiale. Et puis cette Première Guerre mondiale qui va être une défaite catastrophique pour les Allemands, qui vont eux surenchérir de rage et s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale et ses horreurs. Et donc cette gravure qui raconte une guerre, qui n'est d'ailleurs pas la guerre de 70, je l'ai utilisée comme pour raconter cet effet d'entonnoir et que j'ai accentué avec la forme des cases. C'est un exemple, et puis vous parliez de... C'est l'image où on voit l'immeuble de la Valette qui part en petits morceaux. Alors oui, effectivement, c'est pas l'immeuble, mais c'est la Valette directement qui parle. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'était une image que vous avez vue un peu plus tôt, la proclamation de la tribune de la Commune de Paris, et donc un homme qui parle à la tribune, et je faisais parler à La Valette, mon voisin communard, membre du comité central de la garde nationale. Et puis dans le 3e tome, coup de théâtre, on découvre des choses terribles sur lui, et cette image que j'avais de mon voisin héroïque s'effrite, et je le raconte avec cette image qui part en miettes. Est-ce que vous pourriez nous montrer aussi, dans le tome 3, les pages 118-119 ? Et puis parce qu'il y a une mise c'est au moment des fusillades contre des communards. Non, c'est là où il y a chaque case, il y a pan. Ouais. Alors là, c'est une des images les plus terribles. Tout ce chapitre tout le tome 3 est consacré à la chute de la Commune, à la semaine sanglante. C'est vraiment le cœur du livre. Il y a un premier chapitre, et un deuxième chapitre, et un dernier chapitre qui enserrent cette histoire. Et là, on est vraiment à l'acmé des massacres. Donc, vous savez que pendant 8 jours, pendant une semaine, du 21 au 28 mai 1871, les Versaillais sont rentrés dans Paris par la porte de Saint-Cloud, par le sud-ouest de Paris, et ont repris chaque quartier, chaque arrondissement, depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est, jusqu'au Père-Lachaise, jusqu'à Belleville, qu'ils ont pris en étau le dimanche 28 mai. Et une fois qu'ils avaient pris un quartier, qu'ils avaient pris les barricades, ils arrêtaient les gens, ils faisaient des rafles dans les immeubles, et ils sortaient toutes les personnes qui étaient suspectes à leurs yeux, soit qu'elles avaient par exemple de la poudre sur les mains, ou les mains noires, donc ça voulait dire qu'elles étaient insurgées, ou des uniformes, ou alors simplement leur tête ne leur revenait pas. Ils ont arrêté beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants aussi. Et donc ce chapitre raconte les exactions, les massacres qui ont eu lieu après la fin des combats. Non pas pendant les combats des personnes qui ont été arrêtées et tuées les armes à la main, qui ont été tuées les armes à la main, mais des personnes arrêtées, massacrées. Et le nombre de tués, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il s'élève autour de 20 000 personnes, de 20 000 parisiennes, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ont été massacrés de sang-froid. Et donc là, cette image, c'est une image qui est au Jardin du Luxembourg. On voit donc une de ces fusillades. Et je raconte, alors je ne peux pas vous le lire parce que la qualité d'image n'est pas suffisante, mais dans chaque case, j'ai séparé l'image en de nombreuses cases, en de nombreux carrés, et chaque case dit au Père-Lachaise, on fusille. Dans la cour de la caserne Lobau, on fusille. Dans l'hôpital des 15-20, on fusille. Au Gare du Nord, on fusille. Gare de l'Est, on fusille. Dans la cour de l'Opéra, on fusille, etc., etc., etc. Cette litanie, cet effet d'accumulation graphique et dans les mots, et avec les pans, effectivement,
des fusils. Dans la dernière case, vous dites « et en d'autres lieux encore », et là, il n'y a pas un pan, mais 3 pans. C'est dans la dernière case à droite. Bon, eh bien, je précise, l'historien Toms a repris les calculs à partir de registres de cimetières, parce que les nombres de morts ont beaucoup oscillé entre 30 000, 20 000, suivant les chiffres donnés par Une personne va se lever dans la salle en hurlant. Michel Audin, qui est juste derrière et qui a fait un travail opposé à Robert Toms. Je ne le savais pas. Donc Robert Toms, historien britannique, qui a fait tout un travail sur la commune et qui est reconnu, a révisé le nombre de morts, donc qui était évalué autour de 20 000. Camille Pelletan, donc juste après la commune, avait évalué même à 30 000 le nombre de morts. Et lui, il est descendu jusqu'à 5 000, 6 000, non, beaucoup moins encore. Et en disant qu'il avait fait un travail dans les archives, et donc Michel Audin, qui est juste derrière vous, et qui a fait une recherche très fouillée à partir des chiffres de Toms, n'arrive pas du tout au même résultat. Vraiment, le travail de Toms est révisionniste et complètement farfelu, ne correspond en rien à la réalité. Il recoupe au contraire le point de vue des historiens anticommunards de l'époque. Et donc le chiffre, on ne le connaît pas, mais il est bien plus proche de 20 000 que de 4 000, 5 000 ou 6 000. Alors nous devons battre notre coulpe parce que nous avions invité Robert Toms à une AG de 48 il y a peut-être 10 ans, plus. Il ne nous avait pas du tout paru anticommunard. Bon, affaire à suivre. En tous les cas, je reverrai toutes ces notions. Et je vous invite à aller sur le blog de Michel Audin, macommunedeparis.com, avec tous les articles très détaillés sur ce sujet-là. Nous avons notre 3e thème, mais il est 8h moins le quart, et il y a déjà peut-être beaucoup de choses qui ont été dites sur ce 3e thème, qui portait sur le paradoxe entre la multiplicité des images que vous avez utilisées, et puis le livre de Bertrand, même avec son point d'interrogation. Et donc Bertrand, en effet, tu n'auras pas l'occasion de parler des photomontages, des décalages entre les faits et les images. Peut-être ajouter quelque chose juste avant de terminer. La question vraiment, la Commune de Paris, une révolution sans images, est vraiment pertinente parce que il y a très très peu d'images communardes. L'immense majorité des images sont anticommunardes et on n'a pas de grands symboles qui vont nous marquer. On n'a pas de liberté guidant le peuple. Et donc, comment faire pour malgré tout avoir notre représentation de ce moment historique? Voilà, moi j'ai essayé de le faire avec des images anticommunardes et à travers une narration et un découpage, une mise en scène de recréer quelque chose, de réinterpréter, comme un historien réinterprète les documents. C'est-à-dire que je ne fais pas du détournement dans le sens des situationnistes ou de harakiri ou tout ça. Je vais plutôt les réinterpréter comme donc un historien ne va pas prendre au pied de la lettre un témoignage des archives en disant c'est ça la réalité. Il va les réinterpréter pour donner une autre vision qu'il va considérer comme plus vraisemblable. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. 2 œuvres, La République d'Hippolyte Moulin et La Résistance de Falguière, taillées dans la glace, qui ont bien sûr vécu au premier souffle d'air tiède, comme l'a dit Théophile Gautier. Bertrand, Emmanuel suggère que tu parles quand même des photomontages. Enfin, quand même. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Évidemment, sans doute, si j'écrivais ce livre aujourd'hui, je ne lui donnerais plus tout ce titre. Il n'a pas échappé à Raphaël Messan qu'il y a un point d'interrogation, c'était un peu un titre provocateur comme ça, qui a évidemment beaucoup d'images, qu'elles sont très particulières, très différentes les unes des autres. Et dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement la mise en récit, mais vraiment ce que produisait cette diversité d'images, une mise en image de la commune, très problématique. Et Raphaël Messan a raison de dire qu'il n'y a pas eu la liberté dans le peuple 31. C'est ça le fond du problème. En fait, il n'y a pas eu de grands tableaux, il n'y a pas eu... Daumier n'a pas produit de grandes caricatures, parce qu'il était déjà très âgé, presque aveugle. Bon. En revanche, il y a eu toute une série d'images très outrancières, des images, par exemple, contre Thiers, qu'on voit là en
en véritable boucher de la commune, ou contre Courbet de l'autre côté, qu'on voit en casseur de pierre et en tombeur de la colonne Vendôme. Et puis, absolument. Et puis, il y a ces deux tableaux, alors, qui sont peut-être les deux tableaux à la fois emblématiques et très méconnus de la commune. C'est les tableaux de Picquiau, d'Ernest Picquiau, qui avait peint un Baudin sur les barricades en 1848. C'est le triomphe de l'ordre de 1875, qu'on ne connaît que par la gravure, puisque la toile n'a jamais ressurgi à ce jour. Et puis, La Veuve du Fusillé, qui est un tableau de 1877, qui est conservé au musée de l'histoire vivante de Montreuil, qu'on peut rattacher à votre dernière image, en quelque sorte, c'est-à-dire cette commune tournée vers l'avenir, vers le souvenir, vers l'engagement de son histoire. Mais ça vous montre qu'en fait, et c'est ça qui m'avait intéressé, c'est qu'il n'y a pas eu de peinture d'histoire de la commune. Et même Courbet, qui par exemple a été très engagé dans la commune, Courbet, qu'est-ce qu'il fait? Il se peint en prisonnier de Sainte-Pélagie, et quand il peint la commune, il peint des natures mortes qu'il signe d'ailleurs rétrospectivement depuis sa cellule, qui sont ses fruits en train de s'abîmer, et puis surtout ces truites, ces énormes truites de la Loue, qui sont des truites hameçonnées, sanguinolentes, haletantes sur la grève, et c'est comme ça qu'il se voit lui en tant qu'ancien communard victime de la répression. Et vous voyez que ce ne sont pas des représentations directes de la commune, ce sont des représentations indirectes, allégoriques, en quelque sorte, et dans le fond, c'est l'utilisation d'autres genres, en l'occurrence la nature morte, qui permettent la métaphorisation de la commune. Et évidemment, dans ce jeu-là, ce sont les photomontages d'Appert qui, pendant très longtemps, je vais très vite, oui, j'avais prévu de vous dire plein de choses, mais comme ça je travaille votre frustration, ce sont des photomontages qui vont occuper le terrain, si j'ose dire, des photomontages d'Appert, Eugène Appert, qui s'intitule « Crime de la commune », donc le titre dit évidemment tout de suite de manière très explicite d'où parle Appert. C'est un discours évidemment très anticommunard qui représente l'exécution des otages de la rue Axo, l'exécution de Rossel, Bourgeois et Ferrier à Satory, le conseil de guerre. Donc c'est vraiment une image négative de la commune réprimée qui est donnée. Et il faut en fait il faut attendre une vingtaine d'années pour que on voit apparaître des représentations de la commune. C'est l'un de ceux qui a peint le plus de tableaux, c'est Maximilien Luce, qui est un peintre anarchiste, qui représente la commune dans les années, alors la commune, et surtout la répression de la commune, c'est-à-dire la mort de Janton, la mort de Varlin, et puis ce tableau magnifique qui se trouve, enfin magnifique et tragique, qui se trouve au musée d'Orsay, qui montre une rue de Paris en mai 1871, cette espèce de déserte dans le soleil, c'est rue jonchée de cadavres. Donc on voit que c'est une image ici qui est une image commémorative de la commune, mais surtout de la répression de la commune. Donc ce qui m'avait intéressé, c'était ça. Et dans le fond, pour finir de répondre, j'aurais quand même précisé que le moment où les images de la commune ont en quelque sorte ressurgi, et qu'elles ont pu devenir un objet d'histoire à part entière, c'est au début des années 2000, ça c'est le moment où je fais le livre, et je ne veux pas dire que je suis un super type qui a tout compris, je veux simplement dire que c'était dans l'air du temps et que j'ai attrapé quelque chose qui était là. Je pense en particulier au film de Watkins. Le film de Watkins qui sort à ce moment-là, ce film fleuve de presque 6 heures, c'est lui qui va tout déclencher en quelque sorte en 2000, puisque le musée d'Orsay est coproducteur du film avec Arte, et c'est le moment, celui de la sortie du film, où le musée d'Orsay programme 2 expositions, une exposition sur Courbet et la commune et une exposition sur la commune et la photographie, je ne sais plus quel était le titre exact, la commune photographiée peut-être, où on parlait aussi de photomontage, et c'était quand même très étonnant de voir que les images, les représentations de la commune entraient au musée d'Orsay en quelque sorte par effraction, pour la première fois dans un musée de beaux-arts, dans un musée national, et qui plus est un musée construit sur les ruines, enfin installé dans la gare d'Orsay, elle-même construite sur les ruines de la cour des comptes incendiée pendant la commune. Donc il y avait là une espèce de télescopage qui montre aussi ce qu'était à ce moment-là le rapport qu'on pouvait avoir
avec ces objets qui commençaient à émerger. Merci beaucoup. Dans ton livre, il y a un chapitre très intéressant également sur ce que les artistes faisaient pendant la Commune, notamment à partir d'André Gide, de Pilotel, etc. Un chapitre également très intéressant sur ton épilogue, quand les images de la Commune reviennent avec Ernest Pignon. Il faut lire le livre de Bertrand Tillier, qui est encore disponible. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.